Alors, je vous propose de reprendre pour cette deuxième partie. Je crois que c'est toi, Gondia, qui va mener la danse avec un exercice Excel très concret pour illustrer ce qui a été présenté par Eddy. Donc, je vous laisse la parole. Ok, merci Arnaud, merci Eddy. Donc, c'est bon, on voit l'écran? Ok, parfait. Donc, après cette introduction de Eddy sur les approches bottom-up simplifiées, donc nous allons présenter un exemple de modélisation systémique du secteur transport. Donc, nous avons choisi le secteur transport du fait de son importance dans la consommation énergétique. Ça représente environ plus d'un tiers de la consommation finale en 2015. Et puis, on constate qu'il y a un taux de croissance annuel de 6% entre 2000 et 2015. Et donc, ce secteur devra faire face à des enjeux majeurs, à savoir d'une part, développer des moyens de transport adaptés pour satisfaire les besoins de sa population croissante, mais aussi du transport de marchandises au vu de sa position régionale. Et d'autre part, tout en répondant aux exigences de développement durable, comme l'a stipulé l'un des trois axes du plan Sénégal émergent. Ainsi, se doter d'outils d'analyse prospective devient une nécessité afin de mieux saisir les logiques dans ce secteur et d'apporter des réponses concrètes aux questions clés issues de ce secteur. Donc, pour cette formation, pour cette session, pour cette première session, nous avons développé un petit modèle d'analyse prospective bottom-up de transport appliqué au Sénégal. Et donc, qu'est-ce que l'approche prospective bottom-up du transport? Alors, on représente le secteur transport qui regroupe les activités de passagers et de transport de passagers et de marchandises pour satisfaire une quantité de transport exprimée sous forme de passagers kilomètres dans le cas du transport de passagers et de tonnes kilomètres dans le cas de celui des marchandises. On détermine l'évolution future de ces indicateurs macro en utilisant de cette demande, on essaye plutôt, on détermine l'évolution future de cette demande, de ces deux demandes, en utilisant des indicateurs macro tels que le PIB, le revenu ou la population. Et en se basant sur des analyses des tendances historiques, comme on a pu le dire précédemment, afin de mieux saisir d'éventuelles ruptures en fonction des scénarios qu'on va représenter. Et on considère aussi l'offre de l'énergie, à savoir selon que nous ayons des imports ou des ressources propres. Et le secteur du transport même ici représenté peut être désagrégé en différents modes, donc que ce soit routier, ferroviaire, aviation, maritime. Et si je prends, on peut aller avec une représentation détaillée des différentes technologies. Donc, par exemple, dans le cas du routier, par exemple, on a une désagrégation en véhicules personnels, donc on va dire voiture particulière, bus, que ce soit urbain, interville, on peut aller à ce niveau de désagrégation, les véhicules commerciaux, que ce soit léger, moyen, lourd, et 2-3 roues. Pour chaque, par exemple, si on prend le sous-groupe de véhicules particuliers, on peut le subdiviser en plusieurs motorisations, que ce soit en thermique conventionnelle, donc essence diesel, en hybride, que ce soit essence diesel, ou en hybride rechargeable, c'est-à-dire où on a de l'essence plus de l'électricité, ou des véhicules électriques purs, où on n'a que de l'électricité. Et donc, cette représentation technologique aussi détaillée va permettre au modèle d'être capable de calculer l'évolution du parc
des véhicules en fonction des prix d'achat qu'on aura implémentés, des coûts d'opération de maintenance et, ainsi que les consommations de ce parc, les évolutions du coût, des évolutions des émissions ces résultats qui seront tous liés à un scénario donné. Donc, ce scénario sera, par exemple, la représentation de la mise en place d'une politique spécifique dans le secteur du transport. Et donc, cela nous amène, premièrement, avant de commencer, d'entrer un peu plus en détail dans cette session, à aller sur Menti pour répondre à quelques questions qui permettront de mieux saisir la première étape d'une modélisation prospective. Alors, donc, vous utilisez toujours le même code, 53 30 35 0. Donc, la première question, selon vous, quelles sont les données les plus difficiles à obtenir pour modéliser le secteur transport du Sénégal? La consommation moyenne par type de véhicule, la distance annuelle moyenne, parcourue par type de véhicule, l'âge moyen du parc ou les projections à 20-30 ans, PIB, population, etc. Donc, pour le moment, c'est la consommation moyenne. D'accord. Oui. La distance moyenne, l'âge moyen. Ah. On a grosso modo la distance annuelle moyenne et la consommation qui sont en tête. Effectivement, qui sont des données assez difficiles à obtenir et qui nécessitent des enquêtes bien spécifiques et beaucoup plus détaillées. Donc, OK. Donc, on voit que c'est assez compliqué d'obtenir des données sur la distance annuelle et la consommation, l'âge moyen, et moins sur les projections à 20-30 ans, qui sont plus des hypothèses structurantes qu'on pourrait mettre en place pour analyser certains scénarios. OK, donc cela nous amène alors à la deuxième question. Et nous allons le voir déjà, cette première question, nous verrons par la suite des réponses à ça beaucoup plus précises selon les rapports. Et on a voulu demander juste, selon vous, si vous deviez estimer l'âge moyen du parc de véhicules au Sénégal, quel serait l'âge que vous... 15-20? OK. Donc, il y a la tranche 10-15, 15-20 et 10-15 qui se détachent. OK, parfait. En fait, en gros, l'âge moyen, en fonction des années, ça passe de soit 10 ans et récemment, c'est passé à 15 ans, l'âge moyen du parc au Sénégal. Et par contre, en désagrégeant par niveau par type de véhicule, on voit qu'on peut passer de 10, 15, 15, 20 et même supérieur à 20 selon qu'on soit par type de véhicule, que ce qu'on soit dans les autocars ou les taxis urbains, etc., selon les statistiques de l'ANSD, l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Donc, nous allons revenir alors à notre... donc, ces données vont nous permettre, premièrement, de construire
la base de notre modèle, c'est-à-dire les technologies existantes à l'année, par exemple, 2016 ou 2018, l'année où on a des statistiques complètes. Et donc, à partir de là, on va essayer de représenter le système en mettant en place de nouvelles technologies que nous allons voir par la suite. Donc, on va repasser à notre présentation. OK. Donc, alors, comme on a pu le voir, on a discuté de la difficulté de ces données et qu'est-ce qui existe réellement. Donc, effectivement, en termes de consommation énergétique totale, on a des statistiques de l'AIE, des Nations Unies, et au niveau local aussi. Et en termes de nombre de véhicules existants, on est assez détaillé au Sénégal. On a quand même un parc on a des parcs avec l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, c'est-à-dire l'OICA, mais aussi on a au niveau local avec l'Agence nationale de statistique et de la démographie, avec une évolution du nombre de véhicules existants au niveau du Sénégal entre 2005 et 2018. Lorsqu'on a épluché les rapports de l'ANSD depuis 2005 jusqu'à 2018, on arrive à avoir le nombre de véhicules. Et pour certaines années, on a aussi l'évolution de l'âge moyen du parc automobile. La consommation moyenne, effectivement, ça, c'est la plus difficile à avoir. On a seulement des consommations moyennes et des distances annuelles moyennes qu'au niveau moyen, au niveau de la région subsaharienne, pas au niveau du Sénégal précisément. Cela serait très intéressant de l'avoir, ça permettrait de faire une représentation beaucoup plus précise du secteur du transport. Et les tendances historiques, bon, on a la Banque mondiale et les Nations unies pour ces données. Et donc, pour ce faire, nous allons passer au fichier Excel. Voilà. Est-ce que vous voyez mon fichier Excel, s'il vous plaît? Parfait. Donc alors, comme on l'avait dit, nous allons commencer par recenser déjà les données disponibles. Donc, on a voulu recenser ici ce qu'on a pu avoir de la littérature pour ce test, parce qu'on a voulu construire un petit modèle bottom-up transport et montrer la méthodologie depuis le début jusqu'à la fin pour avoir les résultats. Et donc, pour ce faire, on part de tout ce qui est disponible. On fait un recensement de ce qui est disponible au niveau de la littérature. On a, par exemple, au niveau de l'OICA, l'évolution du parc des véhicules personnels. Donc, on atteint 340 000 en 2015 et les véhicules commerciaux, 320 000. Donc, c'est le niveau de détail qu'on a pu avoir au niveau de l'OICA. Et cela permet de voir, par exemple, je le mets en regard, par exemple, par rapport au niveau Afrique et l'Afrique par rapport à d'autres pays comme, par exemple, la France ou les États-Unis. Par exemple, l'ensemble des véhicules personnels juste de l'Afrique est inférieur au nombre de véhicules personnels en France. Et on voit que, par exemple, à travers le monde, on représente quasiment 3% et quelques du parc de véhicules personnels. Et donc, au niveau de l'ANSD, en épluchant les rapports de 2005 à 2018, on arrive à avoir, par exemple, sur les premières années de 2005 à 2008, on a une désagrégation beaucoup plus détaillée du parc, donc en autocar, camions, camionnettes, semi-remorques, etc., les véhicules très spéciaux, etc. Et un total, donc on passe de 249 000 véhicules en 2005 à 310 000 quasiment en 2008. Et par contre, pour l'année 2009, à partir de 2009 jusqu'à 2018, on a une agrégation de ces différents types de véhicules. Et pour 2009, on n'a pas de désagrégation, mais par contre, on a des pourcentages de 2010 sur les rapports de 2010 jusqu'à 2018, avec 2017 qui est manquante. Et parfois, on a par exemple des regroupements. Par exemple, en 2015, on a constaté le regroupement de autocars et autres.
En 2016, on a constaté le regroupement de camions et autres. Donc, mais on arrive quand même à avoir une bonne désagrégation des différents types de véhicules. Pour l'âge moyen, on a fait la même méthodologie en épluchant ces rapports. On voit que l'âge moyen n'est disponible que pour, par exemple, pour le rapport 2009 pour l'année 2008, où on a ce niveau de désagrégation. Et pour le rapport de 2010, on a un graphe où on a pu récupérer ces valeurs, par exemple. Et on voit que, par exemple, pour les années 2008, 2010 et 2011, l'âge moyen du parc est estimé à 10, 11. Bon, je pense que c'est sûrement dû à l'effet de la limitation des imports, de l'âge des véhicules importés du décret de 2001, où c'était limité à 5 ans. Et donc, ce qui fait que ça a eu un effet rebond sur le niveau du parc. Par la suite, on remonte à 16 ans. Pour les 2011 et 2012, en 2012, on n'a pas de valeur de l'âge de moyen du parc. Par contre, pour les rapports 2014-2015, qui nous donnent pour 2013, 2014 et 2015, on a des évolutions de l'âge moyen. Donc, on passe, par exemple, en 2011 de 11 ans à 16, 15 et on descend à 15. Et bon, je n'ai pas vraiment d'explication. Je pourrais dire que c'est dû au changement de décret en 2012 où on a monté un tout petit peu l'âge des véhicules importés. Et donc, ça a eu un effet, mais l'effet est quand même très fort. L'effet est très fort, pardon. À partir de 2013, on passe à 16 ans. Donc, c'est un très gros bond que nous n'arrivons pas vraiment à expliquer. Mais peut-être que si vous avez d'autres explications, ce serait les bienvenus. Et pour tout ce qui est énergie, donc on avait dit, donc il y a les rapports par exemple, de l'AIE, comme l'a déjà présenté Eddy, mais aussi des Nations Unies, l'UNSTAT, où on a les mêmes choses. Donc là, par exemple, avec un niveau de détail, etc. Donc, alors, pour nous, pour construire cette base de données des technologies, alors que faisons-nous? Donc, nous, on garde on a donc choisi l'option de travailler avec les données locales, donc de l'Agence nationale de statistique et de la démographie, donc, et qu'on va par la suite comparer avec les données internationales. Donc, ici, l'âge moyen, donc nous, on part d'ici, on va dire que c'est 15 ans, et on constate, d'après les rapports, que, par exemple, ce qu'on considère comme véhicule d'occasion, véhicule neuf, c'est un véhicule qui a aux alentours de 4 ans, par exemple, qui passe de 6 ans à 4 ans, et en 2011. Et donc, nous, on va considérer, grosso modo, c'est ça la difficulté de représenter en bottom-up le secteur transport dans la sous-région. C'est que, contrairement aux pays développés, il faut prendre en compte, les véhicules, ce qu'on appelle véhicules neufs et véhicules d'occasion, dans les nouveaux véhicules qui peuvent entrer dans le système énergétique dans les années à venir, et du fait du niveau d'importation qui est assez élevé. Et donc, cela va être explicité par la suite, où on va vous expliquer comment on a pris en compte ce paramètre dans un modèle bottom-up simplifié. Et par la suite, on a, à partir des données de l'ANSD, on a fait l'hypothèse, par exemple, pour le 2015, où on avait autocars et autres agrégés, on a considéré que, au minimum, au vu de la croissance, on va considérer que c'est le même niveau que l'année précédente, donc 4,5%, et ça nous permet d'enlever au moins les autres. Et pourquoi on enlève les autres? Parce que dans les autres, il y a les remorques, les semi-remorques, etc. Pour nous, qu'on considère comme des accessoires pour ces véhicules. Et donc, dans notre modélisation, ces autres-là ne seront pas considérés. On considérera plutôt les voitures particulières, camionnettes, camions, vélomoteurs, autocars. Et de la même manière, on a effectué la même hypothèse pour le camion, où on avait eu une agrégation entre camions et autres. On a considéré le même pourcentage de l'année précédente pour pouvoir désagréger avec les autres. Donc, on constate que même lorsqu'on n'a pas une désagrégation par type de véhicule, on a quand même le total du parc.
ce qui n'est pas négligeable. Et donc, nous, à partir de ces pourcentages, on a pu recalculer et regrouper les différents groupes. Donc, on a mis 2-3 roues au lieu de vélomoteur, donc pour prendre en compte tricycle, quadricycle et vélomoteur, donc, et motocycle aussi. Et donc, ça nous permet de réagréger tout ça en prenant avec les pourcentages ou en sommant directement les valeurs qu'on a de 2005 à 2008. Ça nous permet d'avoir un parc désagrégé, donc en voiture particulière, camionnette, camion qu'on garde toujours, 2-3 roues, autocar et autres. Ça nous permet alors d'avoir la désagrégation jusqu'en 2018. Donc, en gris, ce sont les années où on n'a pas eu de pourcentage. Donc, on a mis juste le total comme on l'avait déjà à partir des rapports de la NSD. Donc, en 2015, on se rend compte qu'on atteint, par exemple, en véhicule, en voiture particulière, 292 000 véhicules. Et si on somme, par exemple, ces deux qui représentent les véhicules commerciaux, on est à 82 000 véhicules. On se rend compte que lorsqu'on compare, par exemple, par rapport aux données de 2015, on est vraiment en dessous de ce que l'OICA considère. Sachant que, par exemple, dans les rapports de l'ANSD, il précise que ce n'est pas forcément tout le parc qui est un parc roulant. Donc, nous, dans notre hypothèse, pour simplifier le cas d'étude, on considère tout ce parc comme étant le parc roulant. Donc, en partant, c'est là qu'on voit quand même les différences statistiques. Là, par exemple, ça nous fait 300 000 véhicules en 2015 plus 80 000, ça fait 380 000. Et alors que juste avec l'OICA, si on remonte tout doucement, on est à quasiment 660 000 véhicules pour juste les véhicules personnels et commerciaux. Donc, voilà. Et donc, 660 000, on est même au-delà du parc recensé au niveau local. Donc, si on part, par exemple, de ce parc, ce qu'on fait, on essaye de subdiviser, de désagréger ce parc-là, par exemple, les véhicules particuliers, la voiture particulière, en essence, thermique essence, thermique diesel. Alors, comment on fait? On utilise juste les données de l'AIE où on a une désagrégation au niveau régional des véhicules particuliers entre essence et diesel. Donc, on applique ce pourcentage et ça nous permet d'avoir ces 292 000. On part plutôt de celui de 2016 parce qu'on fait la représentation de 2016. Pour 2016, donc on voit ici qu'on atteint les 315 000 en faisant la distinction entre essence et diesel, c'est-à-dire qu'on a plus de véhicules essence que diesel. Et on fait la même chose pour, comment dirais-je, pour les autres, c'est-à-dire ici pour les motos qui représentent les 2-3 roues. Les bus, les autocars, on les subdivise en bus urbains et bus intercités. Donc, pour les bus urbains, c'est subdivisé en essence et diesel, et pour les bus intercités, en essence et diesel aussi. Et les véhicules commerciaux, c'est-à-dire les légers, donc light commercial vehicles, ici, où on a en essence et diesel, et aussi en moyen et en poids lourd. Donc, ça nous permet de désagréger toute cette statistique en se basant au niveau régional, vu qu'on n'a pas ce niveau de taille. Et c'est là, on réitère ce que Eddy avait dit précédemment. Si on pouvait avoir accès à des données beaucoup plus précises au niveau local à travers des enquêtes ou des analyses statistiques, ça permettrait d'avoir une représentation beaucoup plus détaillée et précise du parc automobile. Donc, nous, on a décidé de partir de l'année 2016. Un autre, vous pouvez partir de l'année 2015, 2017, 2018, pardon, où on a d'autres données. Donc, on a choisi cette donnée au vu de comment dirais-je, pour voir comment évoluait le parc en fonction de ce qui existe actuellement. Donc, après avoir défini la désagrégation ici du parc en essence et diesel, donc, nous vous ferons part de ces fichiers ultérieurement. Et donc, là, on part, par exemple, on construit le modèle. Alors, cette première étape, c'était pour vraiment
comment dirais-je, analyser les statistiques qui existent et faire la part des choses, soit faire un choix entre au niveau local, international, etc., ou au moins voir les cohérences entre les statistiques et au moins les mettre en avant. Et donc, nous, dans ce petit modèle qu'on a construit, on a représenté ici les données des Nations Unies. Donc, que ce soit l'AIE, c'est les mêmes données qu'on a ici. Ça, c'est les mêmes valeurs qu'on a. Et donc, on a du routier et du maritime. Donc, nous, dans ce modèle ici, on va juste présenter le routier pour ne pas alourdir la présentation, vu que c'est juste pour une simplification et mettre en avant les avantages de ce type de modèle. Et donc, ici en 1, c'est les statistiques qu'on a juste renseignées, les facteurs de conversion qu'on va utiliser, donc du kilotonne oil équivalent, donc des kilotonnes équivalent pétrole, du pétajoule pour passer au litre, pétajoule kilowattheure, etc. Et donc, en 3, on a recopié simplement le parc comme on l'avait vu précédemment. Donc, c'est juste ce qu'on vient de calculer précédemment et donc qu'on a regroupé ici. On a la distance moyenne annuelle qu'on a considérée au niveau régional, donc les moyennes qu'on considère. Et effectivement, on est un peu en deçà de certains rapports. Par exemple, pour le poids lourd, par exemple, il y a des rapports au niveau local qui sont allés jusqu'à des niveaux de 65 000 km. Et en se basant au niveau régional, grosso modo, une moyenne qui ressort serait plutôt aux alentours de 40 000 km. 40 000, 20 000 km selon le type de carburant utilisé. Donc, puisque la plupart sont au diesel pour les poids lourds, c'est quasiment à 40 000. Et donc, ici, c'est le taux de remplissage par véhicule. Donc, on utilise aussi au niveau régional. Donc, ce sont des données qui proviennent de bibliographie et de l'AIE, où on a, par exemple, ici, c'est pour les véhicules passagers, donc que ce soit les véhicules personnels, motos, bus urbains, bus intercités, ou comment dirais-je, les véhicules marchandises, ce sera aux tonnes par véhicule. Donc, c'est 0,92 tonnes par véhicule léger de transport de marchandises et on va jusqu'à 16 tonnes pour les poids lourds. Et de la même manière, grosso modo, c'est à 2,5 personnes par véhicule en moyenne pour les véhicules personnels, jusqu'à quasiment 41,3 personnes par bus dans les trajets intercités. Et donc, ces 3 données, après avoir défini ce parc, et en utilisant la distance moyenne et en utilisant le taux de remplissage, ça nous permet d'avoir une demande en service, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mobilité. Donc, c'est ce qu'on va appeler en millions de passagers kilomètres, c'est-à-dire que ça revient à multiplier le stock de véhicules, multiplié par la distance annuelle parcourue, annuelle moyenne parcourue, multiplié par le taux de remplissage, et ça nous donne une quantité que j'avais définie auparavant dans le modèle en termes de représentation des secteurs de transport de manière générale, comme on peut le voir dans la littérature scientifique. Et donc, on a en millions de passagers kilomètres, c'est-à-dire en multipliant le stock fois la distance moyenne fois le taux de remplissage. Pour les véhicules de marchandises, ce sera plutôt en millions de tonnes kilomètres, donc c'est-à-dire en multipliant le stock fois la distance moyenne et fois le tonnage par unité de véhicule. Et donc, ça nous donne en millions de tonnes de kilomètres. À quoi ça nous sert cela? Cela non seulement nous donne la demande à projeter dans le futur en fonction des, comment dirais-je, des indicateurs macro. Donc, par exemple, les véhicules personnels, ce sera plus lié à l'évolution des revenus et de la population. Pour les bus, le transport public, ce sera plus lié à l'évolution de la population. Pour les véhicules commerciaux, c'est-à-dire de transport de marchandises, ce sera plus lié à l'évolution du PIB, le produit intérieur brut. Et donc, ça nous permet de faire une projection, par exemple, à 2030, 2050, etc. Et donc, cette analyse nous permet quand même, dans cette première étape, il faut faire ce qu'on appelle l'étape de calibration, c'est-à-dire vérifier que
avec cette donnée, est-ce qu'on arrive bien avec la consommation qui a été donnée au niveau des statistiques, au niveau global? C'est-à-dire que ici, on considère les consommations, par exemple, au niveau, pour chaque type de véhicule, par type de carburant, au niveau de la sous-région. Ça, c'est une moyenne au niveau de la sous-région parce qu'on n'arrive pas à avoir, effectivement, comme vous l'avez bien stipulé lors des questions Menti, que c'est très difficile d'avoir au niveau local, sauf si on a comment dirais-je, une analyse statistique bien plus poussée pour avoir ces données-là, pour avoir des données beaucoup plus précises. Et donc, au niveau régional, on a ces données. Donc, par exemple, pour un bus urbain, il va consommer jusqu'à 75 litres au 100 km. Effectivement, en comparaison par rapport au niveau des pays développés, on est largement au-dessus de ces, en termes de consommation, puisqu'il faut prendre en compte les paramètres congestion, c'est-à-dire les embouteillages, la vétusté du parc, pas forcément neuf. Et donc, tous ces paramètres font qu'en termes de consommation, on est largement bien au-dessus de ce qui d'un véhicule neuf, qu'on dirait neuf. Voilà. Donc, en termes de comparaison, par exemple, 8,5 litres, on pourrait aller jusqu'à 6 litres, 6,5, par exemple, lorsqu'on on modéliserait le parc français. Et ici, pour la calibration, ben, qu'est-ce qui se passe? On multiplie, alors on revient le stock multiplié par la distance moyenne parcourue et multiplié par la consommation. Et donc, en utilisant les facteurs de conversion ici, comme vous voyez là, le 2 que vous voyez là. Donc, c'est pourquoi ici, le 8 qui est ici s'obtient en multipliant le stock fois la distance, fois la consommation moyenne de véhicule, et avec le facteur de conversion. Donc, on l'aura en pétajoules, puisque, je le rappelle, ici, la consommation a été donnée en pétajoules, donc 38 pétajoules. Donc, en faisant ce calcul, on constate, par exemple, que les véhicules, les voitures particulières consomment 10,3 pétajoules juste en essence et 1 pétajoule juste en diesel, puisque la plupart sont en essence. Et donc là, en totalité, on arrive à 37,9. Et on voit que 37,9 et 38, on est vraiment très proche de la donnée statistique globale pour l'année 2016. Donc, à partir de là, on peut partir de ces données et, pour faire une analyse prospective. Donc, cette étape de calibration est très importante pour vérifier si tous les calculs que nous avons faits auparavant étaient, comment dirais-je, collaient bien avec le niveau de consommation énergétique donné au niveau des statistiques, que ce soit au niveau local ou international. Voilà. Donc, nous allons revenir, par exemple, au PowerPoint. Alors, voilà. Donc, nous allons revenir au PowerPoint. Donc, après avoir expliqué la méthodologie pour construire une base de données pour une modélisation prospective, on a ce résultat-là que j'ai mis en screenshot sur cette partie de ce slide. Et donc, l'avantage de faire ce travail déjà en amont, c'est que ça peut nous permettre de faire une analyse, comment dirais-je, comptable, simplifiée. Et donc, ça nous permet aussi comment dirais-je, de faire une analyse simplifiée des impacts de politique publique, comme on l'a déjà fait et dit auparavant, donc dans une représentation vraiment simplifiée. Mais les limites, c'est que on ne peut pas, on est obligé de fixer de manière exogène les parts de marché des des différents types de véhicules, alors que dans un modèle prospective bottom-up, c'est le modèle qui va donner l'évolution de ces parts de différents véhicules sur l'horizon d'études. Et ça permet aussi de prendre en compte des politiques publiques beaucoup plus complexes.
par exemple, réduction de 25%, comment va évoluer des émissions de CO2, comment va évoluer le parc automobile, le parc routier, par exemple, d'ici 2030, 2050, selon l'horizon d'études choisi. Et donc, pour ce cas simplifié de transport routier pour le Sénégal, on a fait une représentation détaillée des technologies. Donc, comme on a déjà présenté, les évolutions de part de marché vont être définies par le modèle et ça va permettre de faire une analyse technico-économique d'une politique mise en place. Les limites, effectivement, c'est un peu plus complexe. Donc là, on a l'avantage d'avoir une base de données disponible pour déjà commencer un travail simplifié du secteur routier. Et donc là, on va vous présenter, par exemple, le Times Sénégal, comme l'a déjà annoncé Eddy au début de sa présentation. Et donc, pour représenter, comment dirais-je, le Times Sénégal par rapport à la littérature, disons que ici, c'est un modèle bottom-up donc d'optimisation, donc il permet de minimiser les coûts par rapport pour répondre à une certaine par rapport à un certain scénario. Et donc, lorsqu'on regarde par rapport aux autres, à ce qui existe actuellement, la plupart sont plus axés sur des pays comme le Nigeria, le Ghana, Kenya ou l'Afrique du Sud, ou à un niveau beaucoup plus agrégé, que ce soit le continent africain, ou parfois par groupe de régions. Et ces modèles sont différents dans la méthodologie. Donc, ici, on voit que quasiment, il y a peu de modèles. En dehors de, en plus, il ne faut pas oublier le modèle World Energy, modèle, le WEM de l'AIE, qui travaille aussi sur ces analyses au niveau du continent africain. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on essaye de prendre en compte dans ce modèle? C'est qu'on va prendre en compte l'âge du parc automobile. C'est-à-dire en prenant en compte, en mettant en place différentes classes de rendement qui seraient liées à l'âge du véhicule. Et donc, dans la conception d'un modèle bottom-up, on met en place les véhicules existants. Donc, c'est ce qu'on a essayé de définir avec la base de données qu'on a construite, etc. Mais il faut définir les nouveaux véhicules qui sont susceptibles de rentrer dans le marché d'ici, dans le futur. Donc, que ce soit même jusqu'aux véhicules très avancés, que ce soit les véhicules hybrides rechargeables, véhicules purement électriques. Et on prend en compte le coût, les achats aussi les achats des véhicules d'occasion en définissant ces différentes classes de véhicules. Donc, neuf, occasion 3, occasion 1 de plus de 10 ans, de 5 ans, de 2 ans, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir, avec ces niveaux de consommation par unité, par véhicule, d'avoir ces évolutions de consommation et on a les coûts d'achat avec ou sans décote selon l'ancienneté. Donc, à la suite de ça, on passe à la deuxième étape. Après cette première étape où on a défini les technologies, la base de données, les technologies futures qui sont susceptibles de rentrer, que ce soit au niveau technique en termes de consommation et de distance moyenne et aussi de vétusté, on définit dans la deuxième étape ce qu'on appelle les scénarios. Donc, par exemple, là, on a fait juste une petite étude de cas en faisant 4 scénarios. Par exemple, un scénario business as usual, ce qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire le scénario de base, où on considère une continuité de ce qui se passait dans la tendance historique, sans aucune contrainte, etc. Ça permet de comparer et de voir l'impact d'une politique, par exemple, par rapport à ce scénario qu'on appelle communément dans la littérature scientifique le scénario BAU, le scénario business as usual. Et donc, voilà. Et donc, le deuxième scénario, c'est le scénario, on va l'appeler scénario REMPERF SN, donc c'est-à-dire où on limite l'âge des véhicules importés. On va baisser pour atteindre, par exemple, 10, 5 ans, où les véhicules les plus âgés, à un moment donné, on va les faire sortir du parc automobile.
pour qu'il y ait ce renouvellement et le modèle va choisir, qu'est-ce qu'il va choisir comme niveau de renouvellement, quel âge, l'âge des véhicules, etc., en fonction des coûts et des rendements. Et, et pour le troisième scénario, on fait le scénario 2, mais on y rajoute par exemple une réduction des émissions du transport de 25% par exemple à l'horizon 2050 par rapport au scénario business as usual. Et dans le quatrième scénario, on va plus loin, on dit, ben, au lieu d'atteindre 25% par rapport au scénario de base, qu'est-ce qui se passerait si on faisait une réduction, un objectif de réduction de 50% comment dirais-je, des émissions du transport routier à l'horizon 2050 par rapport à l'année de base. Et donc, cela nous permet alors d'aller directement par rapport aux résultats. Alors, ça nous donne pas, le modèle nous donne l'évolution du parc automobile, donc dans sa globalité. Donc là, on voit qu'on multiplie quasiment le parc par 4 à l'horizon 2050 pour le Sénégal et sous l'effet de la croissance de la population donc, et d'une forte croissance économique de 5% comme dans le scénario optimiste de la banque de la BAD. Et donc, on constate qu'on a une forte augmentation de la mobilité, un développement des véhicules commerciaux, donc on passe de grosso modo 15-17% à quasiment le double, vers 32% par là à l'horizon 2050. Et donc, ces deux, ce sont les véhicules commerciaux. Mais par contre, on constate que c'est toujours dominé par les voitures particulières. Et l'avantage de ce modèle, c'est qu'on peut aller beaucoup plus en détail. Par exemple, regardons l'évolution dans le cas des voitures particulières. Ici, dans le premier graphe, on a le scénario de base, le scénario où on limite les véhicules et qu'on considère qu'on a un développement des infrastructures et donc on améliore encore plus les rendements d'utilisation puisqu'on réduit l'impact des congestions. Et le troisième scénario où, en plus de celui-là, on essaie d'atteindre une réduction de 25% des émissions à l'horizon 2050. Alors, pour comprendre, ici, par exemple, dans ce cas, on voit que, par exemple, dans ce petit bleu, ça représente les véhicules, les voitures particulières qui fonctionnent au diesel. Et là, qui fonctionnent à l'essence. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le modèle, on voit que celui qui était à l'essence, qui a l'âge actuel du parc, commence à baisser et commence à avoir un renouvellement du parc. Et dans le scénario de base, ben, c'est renouvelé on considère que le modèle, il considère qu'il renouvelle avec les véhicules d'occasion les moins chers. Donc, c'est-à-dire qui gardent les mêmes spécificités que celui qui le remplace. Ce qui fait que, grosso modo, on garde le même niveau d'âge moyen du parc. On n'a pas vraiment de rajeunissement. Et donc, par contre, lorsqu'on passe au scénario où on implémente, on considère qu'il y a une limitation de l'âge d'importation des véhicules importés, pardon, et donc avec un développement beaucoup plus, on envisage un développement beaucoup plus fort des infrastructures de transport routier. Et donc, ce qui fait que on a des pénétrations déjà on a toujours les mêmes évolutions, mais à partir de 2020, on voit déjà qu'il y a un impact par rapport à la substitution. Et ça, c'est le modèle qu'il choisit et qui, par rapport aux coûts qui ont été implémentés dans le modèle. Donc, les différentes décotes des véhicules d'occasion et les véhicules neufs. Et on voit que, par exemple, ici, dans ce cas-là, en 2020, il commence à faire entrer déjà avec des véhicules qui ont même pas, qui seront moins âgés qui seront âgés de moins de 10 ans. Donc, pour remplacer déjà le parc qui était déjà existant. Et donc, là, on voit que ce véhicule, il rentre et qui va permettre de rajeunir ce parc, vu que ces véhicules étaient déjà beaucoup plus âgés. Et on voit que 5 ans plus tard, il commence à faire rentrer avec des véhicules qui n'ont même pas plus de 6 ans et qui commencent à rentrer en présence de ceux qui étaient déjà là, qui n'avaient pas 10 ans et qui vont avoir 5 ans, ils vont être 5 ans, qui vont être plus vieux de 5 ans. Et donc, quoi qu'il arrive, on arrivait à rajeunir l'âge moyen du parc et on commence à voir que plus on avance dans le temps
et plus on commence à avoir des véhicules de plus en plus neufs, c'est-à-dire qui n'ont même pas, c'est-à-dire à l'horizon 2045, le parc ne sera, à cause des limitations des imports, on n'aura pas des parcs de plus de 3 à 4 ans, des véhicules de plus de 3 à 4 ans dans le parc automobile, dès leur immatriculation. Et lorsqu'on on va dans un scénario beaucoup plus contraint où on dit on veut atteindre encore plus, on veut aller plus fort, c'est-à-dire atteindre une réduction des émissions de CO2 par exemple, on voit que on a les mêmes substitutions, c'est-à-dire qu'on rajeunit le parc, mais par contre, on commence à avoir des motorisations beaucoup plus avancées. Donc, par exemple, ici, dans ce cas, on a fait un truc simplifié, on a mis juste une motorisation hybride simplifiée. Donc, on voit qu'on commence à faire entrer déjà des véhicules beaucoup plus avancés parce qu'ils consomment moins par exemple, comment dirais-je, pour le même niveau de demande à satisfaire, mais par contre, ils sont plus chers. Et vu que la contrainte va demander des investissements beaucoup plus élevés, on voit effectivement, ils commencent à faire entrer que des hybrides. Et donc, de la même manière, on le voit pour le bus urbain. Ici, par exemple, pour le bus urbain, on avait par exemple des véhicules diesel et essence. Et on voit que, par exemple, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le scénario de base déjà, le diesel commence à prendre de l'importance du fait de ses avantages au niveau du rendement. Et donc, cela permet de voir que ici, on a le même paradigme. On voit, par exemple, à cause de limitation de l'âge des véhicules importés, on a beaucoup plus de substitutions. Donc, on rajeunit et par exemple, là, avec comment dirais-je, la couleur jaune qui représente les couleurs des bus qui ont moins de 10 ans. Et on commence à voir ici, par exemple, en bleu, qui ont moins de 6-7 ans dans le parc. Et donc, on voit bien le rajeunissement comme on l'espérait avec cette limitation. Et lorsqu'on va à un scénario beaucoup plus contraint, on se rend compte que on fait entrer des hybrides au niveau des bus, mais beaucoup plus tardifs, c'est-à-dire vers l'horizon 2050, car un peu trop cher. Et on fait la même analyse au niveau des camionnettes et on voit qu'on a la même chose, sauf que dans les camionnettes légers, c'est-à-dire dans les véhicules commerciaux légers, les camionnettes, c'est les véhicules commerciaux légers, on commence à faire entrer des véhicules électriques juste à l'horizon 2050, en plus des véhicules hybrides pour satisfaire la demande en termes de transport urbain, parce que les véhicules commerciaux légers sont beaucoup plus utilisés en urbain. Et donc, on a voulu voir, par exemple, comment vont évoluer les émissions alors à travers ces 3 scénarios. Effectivement, vous allez me demander, mais on n'a pas parlé du scénario 50%, ça, on va y arriver. Et là, la question, si vous vous rappelez, on avait posé la première question, effectivement, quel était l'horizon d'études sur lesquelles vous travaillez. Donc, la majorité, c'était sur 5 ans. Et donc, voici, par exemple, un exemple simple. On peut voir que sur les 15 prochaines années, on voit que l'impact de ces politiques, on a l'impression qu'ils n'ont vraiment aucun impact en termes d'émissions. Et pourtant, on voit qu'il y a des changements, etc. Et c'est ça l'avantage de faire une analyse moyen et long terme en termes de planification et de prospective. Lorsqu'on passe à l'horizon 30-35 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2050, on voit que avec la mesure de limiter les imports, comment dirais-je, des véhicules beaucoup plus très anciens, on arrive à une réduction des émissions de 15%, quasiment. Et pour le scénario 25%, donc on a effectivement les 25%. Et donc, la question qui se pose, et donc c'est là qu'on va vous, à travers ce qu'on vient de vous montrer, dans un scénario, dans le Menti, par exemple, au niveau du Menti, dans un scénario 50%, quels seraient les types de véhicules
sur lesquels on devrait faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre une réduction de 50%. Je viens de vous montrer que je vous ai montré les véhicules personnels, les bus et les véhicules commerciaux légers. Selon vous, est-ce qu'il faudrait faire sur les camionnettes, les camions, les poids lourds, les bus ou les 2-3 roues pour atteindre ces 50%? Pour voir si, comment vous devinez l'évolution de ce modèle et après on discutera des résultats. D'accord, donc des bus. OK. Donc, grosso modo, camion, poids lourd. Effectivement, ils consomment beaucoup, donc c'est effectivement, oui, 2-3 roues, camion. OK, donc on voit que, grosso modo, si on se base sur les premiers résultats, donc on voit que c'est les camions, les voitures particulières et les autocars qui, grosso modo, disons, les véhicules commerciaux, les voitures particulières et les bus. On verra bien ce que nous dit le modèle. Donc, on va laisser ça en suspens et on verra ça par la suite au niveau des résultats. Donc, on va revenir au niveau de notre présentation. Alors, vous voyez bien là? OK, parfait. Donc, alors, avant de donner les résultats sur le 50%, on va essayer de laisser mariner un peu. On va parler d'abord des évolutions de la consommation énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à voir ici? On voit que ici, par rapport au scénario de base, on arrive à baisser de 16,5% juste en mettant en place la politique de limitation des importations de véhicules anciens. Et donc, à l'horizon 2050, on va avoir, en plus des 15% de réduction des émissions, on va pouvoir réduire la consommation énergétique de 16,5% dans ce scénario lorsqu'on met en place juste cette politique-là. Et bon, cette politique, effectivement, en considérant en plus l'amélioration des infrastructures de transport, donc ce qui fait que ça joue sur le rendement et donc moins de congestion, comme déjà stipulé. Et lorsqu'on réduit on veut atteindre l'objectif de 25% de réduction des émissions, ben, on atteint identiquement, quasiment grosso modo, 25% de réduction au niveau de la consommation énergétique. Donc, on peut voir qu'en rouge, c'est la consommation en essence. En jaune, c'est la consommation en diesel. Et on verra plus loin, dans le scénario 50%, qu'on commence à faire entrer beaucoup plus d'électrique. Et donc, jusqu'à atteindre quasiment 2,3 TWh en 2050. Et on atteint quasiment 43% de réduction en ayant en objectif de réduction de 50% des émissions. Et donc, ici aussi, comme on a pu le voir, on a cette petite partie qui représente la consommation des véhicules avancés qu'on avait vu, hybrides et électriques, qu'on avait vu dans les scénarios, dans les slides précédents. Alors, comme on l'avait dit, pour le 50%, on va juste vous présenter pour les voitures particulières. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux 3 premiers qu'on avait déjà vus? On constate qu'on fait rentrer beaucoup plus tôt des motorisations avancées. Et donc, on commence déjà à partir de 2030, c'est-à-dire 10 ans plus tôt, et que les véhicules électriques commencent à rentrer déjà à partir de 2035. C'est-à-dire que là, pour atteindre un 50%, par exemple, de réduction des émissions en 2050,
il faudrait qu'à partir de 2045, qu'on n'ait qu'un parc purement électrique. En fait, ça donne des enseignements de ce qui est faisable, ce qui est envisageable, en mettant en place ces niveaux de scénarios très contraints, moyennement contraints ou pas du tout contraints. Et ça nous permet d'avoir des enseignements pour mettre en place, par exemple, de futures politiques publiques au niveau du secteur du transport. Et donc, comme on peut le voir là, pour atteindre ces 50%, ben, ça signifie qu'il faut faire en sorte qu'à partir de 2030 déjà, qu'on n'ait que des véhicules électriques. Sinon, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Et donc, l'autre enseignement qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait juste en termes de demande, c'est-à-dire pour les passagers, en millions de passagers kilomètres, pardon, on voit donc la pénétration, donc les hybrides, les véhicules électriques, etc. Et on voit une partie jaune au-dessus, qu'on appelait gap. Alors, pourquoi on l'appelait gap? Parce qu'en fait, le modèle, en faisant la contrainte qu'il doit atteindre 50% de réduction des émissions en 2050, il satisfait la contrainte des émissions, mais par contre, il réduit la mobilité. C'est-à-dire qu'il met en avant le fait qu'on a besoin de rupture technologique. Donc, parce que là, on a juste fait un modèle très simplifié où on n'a mis que quelques hybrides. Et par exemple, pour les véhicules commerciaux, on n'a mis que pour les véhicules commerciaux légers, hybrides ou véhicules électriques. Par contre, pour les véhicules commerciaux, c'est-à-dire poids lourds, poids moyens, par exemple, on n'a pas mis de grosses ruptures technologiques, ce qui permettrait, par exemple, en envisageant, par exemple, des véhicules, des poids lourds à l'hydrogène, ça pourrait permettre, par exemple, de satisfaire ce gap-là. Donc, le modèle réagit bien, en fait, pour montrer qu'à un moment donné, il faudra réduire la mobilité si on veut atteindre ce 50% de réduction, soit à travers ce qu'on appelle la mobilité durable, en développant plus le transport public, et donc pour essayer de contraindre une réduction du transport des véhicules privés. Donc, par exemple, comme on peut le voir à travers le monde, où on essaye pour réduire les embouteillages, on met des taxes d'entrée dans des villes, dans certaines villes, etc. Et donc, cela aussi met en avant le dimensionnement du réseau électrique avec l'avènement des véhicules électriques. Et ça, vous allez le voir demain à travers la modélisation du secteur électrique sénégalais dans Times Sénégal. Et donc, on va aller un peu plus en détail avec les évolutions de comment ça va avoir un impact sur la courbe de charge, etc. Et donc, d'autres résultats qu'on peut avoir par rapport avec ce modèle, c'est qu'on peut avoir les évolutions de coûts. Et c'est ça l'avantage de ces modèles bottom-up qui sont des modèles technico-économiques. Et donc, ici en gris, on a les coûts d'investissement, les coûts d'opération et de maintenance en jaune, et puis en rouge, le coût de l'énergie, c'est-à-dire ce qui a été dépensé en termes de consommation. Il suffit de voir juste pour les deux premiers scénarios, c'est-à-dire le scénario de base et le scénario où on limite l'importation des véhicules beaucoup plus anciens. On se rend compte qu'on paye beaucoup plus en termes de coûts d'opération de maintenance, qu'on voit que c'est beaucoup plus élevé par rapport au fait qu'on enlève les véhicules beaucoup plus anciens. Et on constate aussi qu'on consomme beaucoup moins en termes on paye en termes de coûts au niveau de l'énergie. Okay? Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer que cette limitation a un impact non seulement sur les émissions, comme on a pu le voir, au niveau de la consommation énergétique, donc au niveau économique aussi, en termes de coût global, que ce soit en termes de coût d'opération de maintenance. Mais par contre, on investit beaucoup plus sur des véhicules plus récents. Et ça, c'est la contrepartie, c'est-à-dire pour atteindre des objectifs beaucoup plus optimistes ou on dirait contraints, dans des scénarios beaucoup plus contraints, il faudrait investir beaucoup plus dans des véhicules beaucoup plus récents ou dans les infrastructures de transport.
Et donc, comme on peut le voir ici, par exemple, dans un scénario de 50% de réduction, ben, du fait de l'avènement beaucoup plus tôt de véhicules électriques et d'hybrides, juste au niveau des voitures particulières et de véhicules commerciaux légers, ben, on voit déjà l'explosion déjà au niveau des coûts ici. Et cela montre qu'en fait, pour atteindre certains objectifs très forts, on peut quantifier, on peut les quantifier, pas juste dire on veut l'atteindre, mais avec un certain coût. On peut l'atteindre en ayant ça comme coût ou ça comme type de techno, par exemple, à partir de telle année. Donc, ça nous donne des renseignements beaucoup plus précis sur un plan qui veut être envisagé ou qui a été déjà pensé. Et ça permet aussi de modifier, par exemple, les futurs plans à l'aune de ce qu'on obtient par rapport aux résultats et ce qu'on observe. D'ailleurs, c'est ce qui est la plupart du temps utilisé, par exemple, que ce soit la Commission européenne où on travaillait dessus, par exemple, pour mettre en place des directives, etc. Donc, que ce soit au niveau de l'éclairage, etc. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà. Et donc, ça nous permet d'arriver à la conclusion. Donc, ce type de modèle, ça permet, à travers ces deux sessions, ces deux sous-sessions, devrais-je dire, on a essayé de mettre en exergue les apports en modélisation systémique et approche comptable. Et l'extension des compétences en statistique dans la modélisation prospective. Parce que, comme on a pu le voir, si on a avec des statistiques beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées, on peut représenter de manière fidèle le secteur dans un pays donné. Et donc, ça permet des possibilités d'extension de sujets d'analyse. Comme ici, on a voulu juste montrer pour vous montrer ce dont était capable, par exemple, un petit modèle de bottom-up, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une analyse beaucoup plus fine et précise et on pouvait intégrer, par exemple, des contraintes plus adaptées. Là, on peut étudier beaucoup plus précisément, par exemple, de nouvelles politiques qui vont être envisagées d'ici 3 à 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, etc. Ou même par rapport aux objectifs des accords de Paris, quels seraient les impacts si on réduisait de temps les émissions et qu'est-ce qu'on mettrait si on développait encore plus le transport public sur le secteur du transport routier en termes de coûts, des émissions, de technologies, de pénétration de nouvelles technologies, etc. Et aussi, on peut même analyser les rétroactions de la demande de mobilité sur des scénarios très optimistes. Donc, par exemple, comme on a pu le voir pour le 50%, on peut même aller beaucoup plus loin en analysant ces boucles de rétroaction de la demande de mobilité sur ces scénarios très optimistes. Et donc, enfin, on va terminer alors cette session avec le Menti, où on a 2 ou 3 questions. Alors, selon vous, quelles sont les difficultés pour atteindre cet objectif de réduction de 50% des émissions du transport? À l'aune de ce qu'on vient de présenter, par exemple, de manière très simplifiée. Ah, et aussi, juste pour répondre à la dernière question du Menti, que je l'avais oublié de mentionner lorsque j'étais sur le slide, on a pu voir qu'effectivement, que ce soit au niveau des véhicules particuliers ou au niveau des véhicules commerciaux, l'effort devra se faire des deux côtés et pas seulement au niveau des camions. Donc, c'est des deux en même temps. Je pense qu'il y a... On n'a pas de... Ah, on n'a pas encore répondu. Alors, juste en quelques mots, quelles sont les difficultés pour atteindre cet objectif de réduction de 50% des émissions de transport, si vous avez quelques idées? Ou peut-être qu'on reviendrait dessus. Ah, il y a des absences de contrôle. Ouais, effectivement.
surtout investissement élevé, détail du parc. Très intéressant, l'habitude de consommation. Et c'est pourquoi les statistiques seront d'une très grande aide parce que cela permettrait de voir comment on pourrait bien représenter fidèlement ce secteur. Réduction de la mobilité. Oui, ça pourrait être difficile. Cela dépend par exemple, des objectifs de soit développer le transport public, beaucoup plus que le transport privé, et la vieillesse du parc aussi, effectivement. Mais comme on a pu le voir déjà à travers les statistiques de l'ANSD au début des années 2010, les effets de la limitation de véhicules beaucoup plus anciens a quand même permis de rajeunir le parc à environ 10-11 ans en moyenne. Alors, prix des véhicules neufs, effectivement. Et c'est pourquoi, à travers des subventions pour pousser les utilisateurs ou les consommateurs à acheter des véhicules neufs en mettant en place des subventions, par exemple, vers des véhicules beaucoup moins polluants ou à même mettre des taxes sur des véhicules beaucoup plus anciens, ce qui va pousser les utilisateurs à soit se diriger vers des véhicules neufs, donc, puisque ce sera quasiment au même prix, ou juste utiliser les transports publics. Et donc, ça demandera aussi un développement du transport public. OK, parfait. Donc, on peut passer à la deuxième question. Quels seraient, à votre avis, les politiques prioritaires du secteur de transport? Alors, on va réactualiser pour voir si on a des réponses. Réduction de l'âge moyen, contrôle technique sérieux, effectivement. Développement biocarburant. Et effectivement, on peut, par exemple, dans la représentation du modèle bottom-up Sénégal, dans les nouvelles technologies, on peut représenter cette filière de biocarburant en utilisant la biomasse, etc., pour réduire les émissions. Voitures électriques, d'accord. Assainissement du parc, renouvellement. Donc, grosso modo, on a quasiment les mêmes idées, c'est-à-dire développer le transport public, beaucoup plus de rigueur en termes de contrôle technique pour réduire la circulation de véhicules beaucoup plus anciens et l'utilisation de motorisations beaucoup plus avancées et le développement de biocarburants. Parfait. Donc, il y a même la taxe carbone. Oui, effectivement, subvention achat neuf, effectivement. Ça pourrait avoir un impact non négligeable pour pousser les consommateurs à aller vers des véhicules beaucoup moins polluants. Et donc, qui dit moins polluant signifie que c'est beaucoup moins ancien. OK, donc, et aussi, et l'utilisation du gaz auto. Effectivement, comme on pourrait l'envisager de la même manière que je viens de l'expliquer pour les biocarburants, on peut le représenter dans le modèle à travers les différentes technologies qui peuvent rentrer dans le modèle vu avec, en termes de potentiel au gaz qu'on vient de découvrir au Sénégal. Cela pourrait être aussi une utilisation finale comme dans les véhicules au gaz ou LPG. OK, donc on va passer à l'autre question. Alors, après ces deux sciences, quelle est l'approche qui vous semble la mieux adaptée pour une planification au niveau national?
consensus d'experts, juste on discute et une approche comptable simplifiée, comme l'a déjà présenté Eddy, ou une modélisation systémique un peu plus complexe, mais qui demanderait la construction d'une base de données un peu plus détaillée pour avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus sans un apport extérieur en termes de pénétration de nouvelles motorisations. OK. Donc, on a une grande majorité de modélisation systémique et l'approche comptable et consensus d'experts sont au même niveau. Effectivement, parce que l'approche comptable, c'est quasiment l'utilisation du consensus d'experts en disant, ben, on considère que dans 10 ans, il y aura 20% et donc on implémente de manière exogène les pénétrations de ces nouvelles technologies. Alors que là, on a une finalité et c'est le modèle qui choisit quelle évolution technologique choisir dans la modélisation systémique. OK, parfait. Super. Et donc, je crois qu'il y a une dernière question. Comment évaluerez-vous les assertions suivantes? Une disposition de statistiques plus fines pour le transport. C'est une question que nous avons voulu poser pour afin qu'on puisse au moins avancer au niveau de ces travaux-là pour aller beaucoup plus en détail et faire une représentation beaucoup plus fidèle du secteur du transport. Pas seulement le secteur du transport. Là, on a voulu présenter juste le secteur du transport parce que c'était assez important dans la consommation énergétique, mais demain, vous verrez aussi pour le comment dirais-je, pour le secteur électrique. Et aussi, selon vous, est-ce qu'une approche comptable suffit pour mes besoins de modélisation ou une modélisation systémique peut avoir un intérêt pour vos activités ou vos réflexions? OK. D'accord. Donc, encore une fois, c'est la modélisation systémique qui est mise en avant. Et donc, effectivement, donc, on voit qu'il y a un bon nombre où on dit on dispose de statistiques plus fines. Mais ce serait très intéressant si on pouvait avoir accès à ces statistiques parce que ça pourrait vraiment être d'une aide non négligeable pour des analyses dans le futur pour bien appréhender certains secteurs, que ce soit le transport, l'industrie ou le secteur électrique ou le résidentiel et les services. Donc, voilà, donc nous arrivons à la fin et on a Monsieur Diop qui a posé la question dans le groupe en disant est-ce que ces statistiques tiennent compte de la logistique utilisée dans les projets? Alors, que voulez-vous dire par logistique utilisée dans les projets? Si vous pouviez prendre la parole et on pourrait en Je discuter. crois qu'on dirait que c'était une question qui avait été posée au début de l'Excel quand tu présentais les différentes typologies de véhicules. Mais oui, le plus simple, c'est peut-être de donner la parole à Oui, Monsieur Diop. allez-y. Alors, bonjour à tout le monde. Merci encore pour vraiment ces brillantes présentations. En fait, ce que j'entendais effectivement par cette logistique-là, c'est la logistique qui peut être, par exemple, importée dans des projets comme, par exemple, la construction du terre ou d'autres projets de ce genre, pour lesquels, effectivement, on peut ne pas peut-être forcément avoir le contrôle nécessaire parce que tout simplement, ces véhicules sont à la limite comme si ils ne sont pas forcément enregistrés en fait, dans les statistiques nationales. Pas forcément, parce que tout simplement pouvant être exportés par ailleurs ou intégrés à nouveau peut-être lors de nouvelles acquisitions, quand on a fini le projet. Sinon, il y a également cette partie, quand je disais également, un peu dans la représentation diplomatique ou autre,
il y a quand même un état du parc qui est là, mais peut-être dont on ne maîtrise pas forcément autant, autant pour moi, les quantités en termes de nombre, mais également en termes de consommation. C'était juste ces quelques points que je voulais soulever à ce niveau-là. Merci encore. Merci pour cette intervention, M. Diop. Effectivement, on peut prendre en compte l'impact du TER dans la modélisation. C'est-à-dire, comme je l'avais expliqué dans un de mes slides, où on représente les véhicules existants, mais aussi les véhicules qui vont entrer dans le futur. Donc, c'est-à-dire que ce soit d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, dans 5 ans ou dans 15 ans, on imagine toutes les motorisations qui vont se mettre en place. Et même, par exemple, les substitutions entre, comment dirais-je, entre différentes familles, c'est-à-dire entre véhicules particuliers et transport public. Et le TER sera mis plutôt dans le groupe transport public. Et en imaginant, par exemple, dans un scénario de mobilité durable, où on développerait, par exemple, le transport public, et donc on restreindrait un peu plus le transport au niveau des véhicules privés, cela permettrait de prendre en compte l'apport de ce type de technologie dans, comment dirais-je, dans la modélisation. Et par exemple, ça permettrait, en fonction de l'évolution de la mobilité au niveau du transport public, de voir s'il y aura besoin d'acquérir d'autres TER dans le futur et à quel moment, en fonction de la contrainte qu'on va implémenter dans les modèles. En fait, merci. Hein, c'est vrai que là, c'est plus sur la partie impact. Mais moi, je parlais plus en fait des acquisitions de véhicules, genre pour exécuter en fait les chantiers là, comme les chantiers du terre. On a besoin effectivement de tracteurs, on a besoin de véhicules légers qui sont utilisés dans ces chantiers, pour l'exécution de ces chantiers. Oui. Nous également, on en a effectivement dans l'exécution du projet, par exemple, d'éclairage public national par voie solaire, naturellement. Mais après, est-ce que cette logistique-là, elle est comptabilisée quelque part dans les statistiques nationales et réutilisée plus dans ce sens-là plutôt que de l'effet justement de ces projets? D'accord, ok. Merci, c'est plus clair. Donc là, en fait, oui, dans les statistiques, j'ai vu qu'il y avait la ligne tracteur qui a été considérée. Et donc, je suppose que ça doit être pris en compte puisque c'est par rapport à chaque année. Et donc, ces tracteurs-là, nous, on n'a pas représenté dans ce modèle simplifié, on n'a pas représenté les tracteurs. Mais par contre, c'était dans le groupe autre que j'avais présenté dans le fichier Excel, c'est-à-dire il y avait voitures particulières, camionnettes, camions, 2-3 roues et autocars. Et dans autres, il y avait le groupe des tracteurs qui peuvent être utilisés aussi effectivement pour ces travaux-là. Et évidemment, on peut le considérer dans le modèle. C'est juste que dans cet exercice simplifié qu'on a construit juste pour cette formation, on a juste voulu montrer de manière simplifiée pour ne pas trop alourdir la présentation. On n'a pas représenté tout ce niveau de détail, mais effectivement, ça peut être représenté. Juste une dernière chose, c'est parce que je pense que d'habitude, je ne sais pas trop, est-ce que vous le prenez en compte dans les modèles, je pense que ce genre de véhicule est intégré en ce qu'on appelle, je pense, en admission temporaire. La plupart de ces véhicules, c'est en admission temporaire. Donc, en ce moment-là, quid effectivement de leurs statistiques à ce niveau? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est des véhicules qui peuvent être utilisés, par exemple, autant par des ambassades, donc les représentations diplomatiques et autres. Comme je disais, les chantiers, etc. C'était juste cette dernière précision que je voulais apporter. Merci encore. Merci. Je crois qu'il y avait une autre main levée. Oui, je pense que c'était Madame Khan qui… Ok, je crois que j'avais vu une main levée. Ah, c'est Monsieur Diop de nouveau. Oui, je pense que vous avez le micro, vous pouvez parler. D'accord. En fait, c'était juste pour revenir sur, à la limite, la répartition du quota des véhicules particuliers. Je pense que vous sembliez peut-être aller dans le sens où
le parc était à dominante essence. Oui. Je ne sais pas trop à ce niveau-là, est-ce que ça reflète également, au-delà justement de l'état du parc, les niveaux de consommation en fait qu'on a actuellement dans les statistiques? Merci. Alors, si je reprends bien, c'est-à-dire là, pour cette représentation, lorsqu'on a recalculé au niveau des statistiques de la consommation globale, c'est pourquoi j'avais voulu montrer la partie calibration, où on voyait qu'on arrivait quasiment avec ce parc-là à ce niveau comment dirais-je, de consommation, que ce soit au niveau essence et diesel. Encore une fois, en utilisant des moyennes, une moyenne régionale, parce qu'on n'a pas cette moyenne au niveau, comment dirais-je, du Sénégal. Bon, nous, on n'a pas eu accès à ça pour juste cet exercice de formation. Mais par contre, lorsqu'on se base sur une moyenne régionale et en faisant la désagrégation, en utilisant cela, on arrive à la consommation qui a été donnée au niveau global par les institutions internationales. Et si vous avez des données un peu plus détaillées par rapport à ça, on serait preneur. Oui, et pour aller dans le sens de ce que Gondi a dit, c'est que l'apport des modèles, justement, c'est de permettre en partie d'identifier les données dont on aurait besoin pour approfondir l'analyse et puis voir comment est-ce qu'on peut représenter un parc cohérent et voir son évolution sur le long terme. Je dirais que, par exemple, si on se projette à 2030 et 2050, les enjeux, les questions que le modèle a permis de mettre en évidence, quelque part, ils tiennent toujours, même si on arriverait à mieux les quantifier en ayant une meilleure connaissance du parc actuel. Le besoin d'ajuster les différentes mesures, de ne pas avoir qu'une seule mesure, le besoin de substitution dans le parc. Et ça, c'est des intuitions que le modèle permet de matérialiser. Par contre, sans données de qualité, les modèles et les modélisateurs sont un peu inutiles. Et l'idée, justement, c'est d'arriver à faire ces ponts là, entre la modélisation qui pousse vraiment à regarder le long terme et puis les statistiques qui aident à se dire quels sont les phénomènes importants qu'on peut rater. Si vous avez d'autres questions ou dans le chat ou à l'oral, nous sommes preneurs. Des réactions, voilà, en espérant avoir répondu peut-être aux questions que vous pourriez avoir, aux interrogations sur cette discipline-là qui est le long terme. Donc, voilà, c'est un peu l'esprit de ce qu'on essaie de faire, de dire que, en fait, finalement, on s'en est rendu compte aussi pour le Sénégal, les statistiques disponibles et les institutions qui existent sont déjà une bonne base et je pense que la marche à faire pour avoir ces modèles-là, c'est plus de l'implication, de la collaboration et du temps. Le travail que Gondi a fait et montré pour le transport est déjà assez avancé, même par rapport à ce qui se fait en Europe pour la modélisation du transport. On est complètement dans ce type de modèle et c'est ce que les pays aussi utilisent ici pour leur stratégie carbone. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je peux relaisser Arnaud.
Oui, est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus sur la session de demain, savoir ce qu'on va aborder, faire un peu de teasing pour nos participants. Alors, demain, on va parler justement du secteur de la production électrique et on va voir comment est-ce qu'on peut partir d'un système qui est aujourd'hui majoritairement pétrole et qui fait justement face à cette évolution forte de la demande dans le futur. Comment est-ce qu'on peut utiliser le même type de modèle Time Sénégal pour dessiner une planification énergétique sur le long terme? Qu'est-ce que ça implique en termes de consommation, de capacité installée, de satisfaction de la demande et avec un petit lien aussi avec ce qui a été présenté sur le transport ou l'efficacité énergétique. On va revenir sur un modèle intégré. Donc, on espère continuer encore à approfondir ces aspects. Et si on a un peu de temps, on essaiera de montrer quelques exemples d'extension de modélisation beaucoup plus pointus que nous avons déjà menés, que ce soit sur le secteur électrique, que ce soit sur la transition énergétique au niveau français, au niveau européen ou au niveau mondial, par exemple, ou sur les matériaux de la transition énergétique, par exemple aussi. Très bien, donc beaucoup de choses très intéressantes au programme. On verra peut-être en fonction du rythme. Mais on vous espère nombreux demain pour cette séance et je vais aussi peut-être resignaler aux personnes de la Sénélec qu'on va faire vraiment un éclairage spécifique sur l'électricité et que s'ils veulent inviter d'autres de leurs collègues, ce sera sûrement très intéressant pour eux. Un grand merci, Eddy et Gondia, pour cette séance très riche et très intéressante. Je vous propose qu'on s'arrête là et donc on se revoit demain matin à 9 h pour la dernière séance de formation là, de l'année. Merci à tous pour votre attention. Merci, Eddy et Gondia. Merci. Et à tous. Merci à vous. À demain. Au revoir. À demain, au revoir.